Bonjour à tous, bienvenue dans Géopresse, votre magazine d'analyse des questions d'actualité. Pendant près d'une heure, nous allons essayer de scruter deux questions essentielles. D'abord, l'adresse du président de la République. Vous le savez certainement, le chef de l'État a allégé l'état des sièges dans le Nord Kivu et l'Ituri. Le président de la République a annoncé également la mise en place d'un dispositif pour la transition vers la levée progressive de cette mesure exceptionnelle. Nous allons essayer de comprendre pourquoi le changement de cap dans les deux provinces. Autre question également qui va faire l'objet de débat ici, c'est la présidentielle à venir. Les élections seront organisées le 20 décembre prochain et pour la présidentielle, 24 candidats se sont portés challengers, on va dire, se sont portés candidats à cette élection-là. Nous allons essayer de comprendre les chances des uns et des autres dans cette émission qui reçoit pour vous ce soir Fiston Oleko, à qui je dis bonsoir ou bien bonjour. Bonsoir et bonjour Patrick Ilunga, bonjour à tous nos téléspectateurs, mais aussi à mon co-débatteur de ce soir. Voilà, tout dépend de l'heure à laquelle les téléspectateurs vont nous suivre. Justement. Donc je signale que Fiston Oleko, c'est déjà un habitué de Géopresse, un journaliste de Géopolis Forum. Et pour débattre avec Fiston, j'ai à ma gauche, à votre droite, Dieudonné Bonali. Bonjour ou bonsoir Dieudonné Bonali. Bonjour, bonsoir Patrick Ilunga. Bonjour et bonsoir à mon co-débatteur Fiston Oleko. Bonsoir. Merci et aussi nos salutations à tous nos téléspectateurs, les amoureux de l'émission Géopresse. Voilà, donc avant d'entrer dans le vif du débat, nous allons d'abord essayer de rentrer à la régie. Nous allons rentrer à la régie pour prendre un extrait du discours du président de la République annonçant l'allègement de l'état de siège. Suivant. C'est pourquoi, prenant la juste mesure de l'impérieuse nécessité d'un retour sécurisé de nos populations à une vie civile et citoyenne normale d'une part, et des avancées enregistrées au cours de la gouvernance sous l'état de siège d'autre part, notamment l'amélioration de la situation sécuritaire dans certaines zones des deux provinces concernées, j'ai opté, en toute responsabilité, pour la mise en œuvre d'un dispositif transitoire graduel au terme duquel cette situation exceptionnelle devra connaître sa fin. S'inspirant des tendances dégagées des travaux de la table ronde, ce dispositif transitoire consistera au rétablissement de l'autorité civile dans les entités territoriales décentralisées et déconcentrées qui sont déjà sécurisées et sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce qui implique la levée des restrictions des libertés constitutionnelles de tous les citoyens et plus particulièrement la libre circulation des personnes et de leurs biens en mettant fin au couvre-feu, la liberté d'association, de manifestation pacifique et de réunion dans le strict respect des conditions légales. Ceci est d'autant plus important que les différents acteurs engagés au processus électoral ont droit à y participer pleinement et sans entrave aucune. Dans le même ordre d'idées, j'engage le gouvernement central à régler sans délai les arriérés d'émoluments des animateurs des institutions provinciales mises en veilleuse par l'état de siège, tel que cela leur est garanti par l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état de siège. Il va sans dire qu'en plus de leurs compétences matérielles, les juridictions civiles, du reste compétentes pour gérer les contentieux électoraux, recouvrent le plein exercice de leurs compétences répressives, à l'exception de quelques préventions liées à la sûreté nationale qui relèveront, elles, des juridictions militaires. Dieudonné Bonali, nous venons de suivre le président de la République. On va commencer avec vous. C'est vrai qu'il y a eu table ronde autour de l'état de siège avec des commissions qui avaient été mises en place. Ces commissions ont fait des recommandations et le président de la République dit avoir analysé froidement et plus profondément les recommandations
des commissions de la table ronde sur l'état de siège. Mais vous, en tant qu'analyste, quelle lecture vous faites de cet allègement de cette mesure exceptionnelle? Bon, je vais d'abord commencer par féliciter les chefs de l'État. Oui. Aussitôt revenu de son séjour Katangé, il ne s'est pas reposé et il n'a pas dormi sur ses lauriers. Il a eu d'intenses activités à Kinshasa. Et puis, il a fait une communication surprise qui n'était pas attendue hier. Il s'est adressé à la nation. D'aucuns pensaient que c'était le discours sur l'état de la nation, mais il faut savoir que les discours sur l'état de la nation, on les fait devant les parlements réunis en congrès. Hier, c'était une communication exceptionnelle du président Félix Tshisekedi pour une période exceptionnelle. D'aucuns voudraient qu'on puisse lever totalement l'état de siège ou bien qu'on puisse continuer avec les autorisations du Parlement, parce que juridiquement parlant, ça c'est la thèse défendue par les juristes, on ne lève pas un état de siège partiellement. L'état de siège, on l'élève totalement, ou bien soit on continue avec l'état de siège. Avant l'allègement de l'état de siège, le président de la République s'est imposé une logique, une procédure qui a consisté d'abord à faire des consultations nationales et au sein de la classe politique. Le président a consulté aussi les forces vives, même si certains n'ont pas été consultés directement. Il y a eu la table ronde sur la levée ou pas de l'état de siège. À l'issue de cette table ronde, des recommandations pertinentes ont été proposées à la fois au gouvernement de la République, voulais-je dire à toutes les institutions de la République, en commençant par les chefs de l'État, qui est aussi une institution, les gouvernements de la République, les gouvernements provinciaux, les parlements, à savoir l'Assemblée nationale, le Sénat, les assemblées provinciales. Le président de la République n'a pas voulu prendre une décision précipitée. Dans son pouvoir discrétionnaire, il a analysé, comme vous l'avez dit dans votre introduction, froidement la question s'il fallait lever ou pas l'état de siège. Et puis, il y a eu des données aussi des terrains. N'oublions pas que les pays s'acheminent petit à petit vers le 4e cycle électoral. On ne peut pas organiser des élections générales dans cet état des choses. C'est-à-dire, il y aura un pan entier de la population congolaise qui risque de rater le train des élections. Là, je vois les Congolais habitant la ville de Beni Nord, vous avez l'Ituri, vous avez dans les territoires de Rutshuru et de Massissi. Comme il y a eu des progrès militaires qui ont été constatés sur le terrain, allant dans le sens de la pacification de la partie orientale du pays, les experts militaires ont proposé au chef de l'État si on ne pouvait pas alléger ces mesures. Parce qu'il y va de l'intérêt de tout le monde. Vous avez les opérateurs économiques qui ne souhaitaient que ça, parce qu'il y avait certaines restrictions, la limitation des libertés fondamentales. Pendant l'état de siège, on ne peut pas organiser un match de football, on ne peut pas organiser un concert, Si, un match de football quand même. mais pas qui draine beaucoup de monde. Les terroristes de ADF, en français ADF, et les autres groupes armés qui pullulent peuvent profiter de cette situation pour poser des bombes, par exemple. Il y a aussi, je parlais des élections à venir, les opérateurs économiques qui ont versé un coup dur, et puis vous avez aussi les soucis de restaurer l'autorité de l'État, c'est-à-dire la gouvernance civile. Parce que ça fait longtemps que ces provinces sont gérées par des militaires. Il faut les retours vers la gouvernance civile. Bref, que tout rentre dans l'ordre, que ces parties de la République fonctionnent normalement comme dans tout État qui se veut être un État moderne. Voilà, Fiston Leko, je crois que l'état de siège avait été mis en place parce qu'il y avait des impératifs sécuritaires qu'il imposait. Mais aujourd'hui,
c'est quoi qui milite pour la levée partielle ou bien totale de l'état de siège? L'allègement, en tout cas, on parle de l'allègement. Et ce sont des arguments politiques ou sécuritaires? Merci beaucoup, Patrick Ilunga. Il faut dire que le chef de l'État a justement entendu la voix des forces vives de toutes les deux provinces de la partie orientale de la République démocratique du Congo, notamment le Nord Kivu et le Sud Kivu. Parce qu'on parle de la table ronde, mais la table ronde, c'était justement l'aboutissement des missions que le Premier ministre a menées conjointement avec les parlementaires, mais aussi certaines autorités des forces de défense et de sécurité dans les parties ou la partie est de la République démocratique du Congo, notamment dans les deux provinces. Donc, à chaque moment que le chef du gouvernement s'y rendait, il y avait des tendances qui se dégageaient. Et la majorité était, quand vous interrogez même la société civile de Goma ou de l'Ituri, vous sentez que l'état des sièges était un tout petit peu en train de les gêner, était un tout petit peu, parce qu'il faut dire que l'état des sièges, c'est une mesure d'exception, et puis ça a pris 2 ans et 5 mois pratiquement, et ça ne pouvait pas être continuellement observé aussi longtemps que certaines libertés de la population, certaines pratiques qui étaient observées de manière des coutumes n'étaient plus les cas, notamment l'association, libre association des personnes pour des raisons politiques ou quoi que ce soit. Les manifestations publiques étaient vraiment interdites. Donc le chef de l'État, ce qu'il a fait, c'est que d'abord il a écouté la voix de la population, parce que la population là a été représentée ici par des élus nationaux, provinciaux, mais aussi les organisations de la société civile pour prendre part justement à ces travaux-là de la table ronde qui ont eu lieu du 14 au 16 août de l'année en cours. Mais je pense que sur le plan sécuritaire, le chef de l'État a toujours été permettez-moi les termes, accroché à sa décision qui a été de pouvoir maintenir l'état des sièges, parce qu'il a à plusieurs reprises dit que l'état des sièges persistera aussi longtemps que les raisons qui ont poussé à son instauration continuent de persister. Donc, quand vous lisez même lorsqu'il a prononcé son discours lors de l'ouverture des travaux de la table ronde sur l'état des sièges, il avait toujours cette tendance-là de pouvoir louer les mérites de l'état des sièges. Mais les volontés, on va dire politiques, mais aussi sociales des notables, des ressortissants des deux provinces, avec leurs représentants, aussi bien politiques que dans la société civile, ont fait que le président de la République arrive justement à cette décision, parce que cette décision, son aboutissement, c'est un processus que le chef de l'État a entamé pour arriver justement à la levée. Vous savez, il a dit quelque chose ici, je vais le lire. J'ai opté en toute responsabilité pour la mise en œuvre d'un dispositif transitoire graduel au terme duquel cette situation exceptionnelle devra connaître sa fin. Donc, nous allons droit vers la fin de l'état des sièges. Et si vous suivez d'ailleurs un peu plus loin son discours, il a dit cette décision émane justement des tendances dégagées des travaux de la table ronde sur l'état des sièges, parce qu'il y avait 3 commissions qui ont travaillé sur 3 thématiques: le maintien de l'état des sièges, la requalification de l'état des sièges ou la levée pure et simple. Les tendances se sont dégagées, c'était des tendances de la levée, et c'est le processus que le chef de l'État a commencé. Mais sur le plan sécuritaire, il y a encore à dire. Vous savez comme moi que l'insécurité, bien qu'il y a plusieurs, là il faut le dire, il faut saluer le fait que l'état des sièges a permis à la République de reprendre le contrôle de plusieurs coins de ces 2 provinces, mais il y avait encore et il y a encore des soucis sécuritaires que l'état des sièges devait normalement régler, selon la volonté du chef de l'État, qui avait voulu justement procéder à une forme d'emprunter d'autres méthodes pour arriver à des résultats différents, parce que la situation sécuritaire, c'est quand même beaucoup d'années dans l'Est de la République, et les dialogues de guerre n'ont pas abouti à finir avec ça. Le chef de l'État a voulu vraiment essayer avec une autre méthode, bien que la volonté de la population, la volonté des autorités du coin, des forces vives du coin n'ont pas
n'a pas permis à ce que le chef de l'État arrive jusqu'à la fin. Quand vous avez la parole, vous pouvez la garder. À partir du moment où, je crois, dans le discours du président de la République, on entend le processus électoral, on a l'adjectif, en tout cas, électoral revient 2 fois, si je ne me trompe pas, 2 ou 3 fois. Est-ce que ce n'est pas seulement pour les élections à venir? Quel est l'intérêt, justement, du point de vue sécuritaire? Parce que ceux qui appelaient, par exemple, à la requalification comme... l'ancien gouverneur Julien Paluku, qui était très très longtemps gouverneur au Nord Kivu, il dit par exemple qu'il y a maintenant plus de 200 groupes armés, donc il y en a plus, il y en a de trop, et que maintenant il faut requalifier, peut-être lever l'état de siège pour placer quelque chose d'autre, c'est-à-dire que l'état de siège soit directement, que les militaires soient directement on va dire, sous le commandement direct du président de la République. Donc, il fallait requalifier. Est-ce qu'il n'y a pas eu seulement motivation électorale? Est-ce qu'il y a des questions vraiment sécuritaires qui répondent à ça? C'est simplement pour des questions électorales. Moi, je pense que électoral, je vais dire oui ou non, sécuritaire aussi oui ou non, parce que comme je l'ai dit ici, la situation sécuritaire reste préoccupante quand on ne voile pas la face. Nous sommes en Ituri, il y a toujours les Codeco, il y a toujours des FRPI, il y a APLC, il y a toujours ces groupes armés qui sont en train d'agir. Vous allez, quand on vient au Nord Kivu, c'est toujours le cas, il y a vraiment la gestion sécuritaire, comme je l'ai dit ici. Justement, là, Julien Paluku a essayé de répertorier 200, et moi je pense que le chef de l'État n'a pas arrivé au bout de ce qu'il pensait par rapport à l'état du siège. Et il en a dit, il a parlé de ça plusieurs fois. Électoral, je ne pense pas que seulement électoral, mais il faut dire que le chef de l'État, c'est aussi un acteur politique. Il voit les choses dans plusieurs approches, selon plusieurs approches. Et je pense réellement que c'est la volonté, justement, et la pression des forces vives des 2 provinces qui ont poussé à ce que le chef de l'État puisse prendre cette décision, parce que ça a quand même aussi traîné. 2 ans, c'est trop, et on devrait quand même arriver à une décision pour essayer aussi quelque chose d'autre. Mais la grande question qui se pose, c'est après l'état du siège, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a aussi cette problématique où nous constatons que Kinshasa veut aussi en finir avec tous les groupes étrangers des organisations internationales, notamment la MONUSCO de l'ONU et la force de l'EAC de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Après ça, après l'état du siège, qu'est-ce qu'on va proposer? Est-ce qu'on va proposer quelque chose d'autre, ou bien on va revenir justement à la normale? Et ce sont des grandes questions qu'on doit vraiment réfléchir, parce que la question de la sécurité à l'Est reste toujours préoccupante. Voilà, la même question, je crois que je vais l'adresser aussi à Dieudonné Boinali. On sait que le président de la République a annoncé que progressivement le pouvoir va revenir aux civils et qu'on sort. Mais vu maintenant la configuration sécuritaire du Nord Kivu et de l'Ituri, c'est vrai qu'on entend de moins en moins les ADF, mais au Nord Kivu c'est préoccupant, à l'Ituri aussi les Codeco c'est toujours préoccupant. Est-ce que c'est justement par intérêt électoraliste que cette décision a été prise, ou est-ce que la logique sécuritaire l'impose aussi? Bon, je ne dirais pas seulement c'est pour des raisons électoralistes, je ne peux pas les nier. C'est pour à la fois des raisons électoralistes, sociales et économiques. Électorales, pourquoi? Vous avez des grands leaders qui ont pignon sur rue dans la partie est de la République, comme Mbusa Nyamwisi, Vital Kamerhe, Modeste Bahati, Augustin Matata Ponyo, Moïse Katumbi, Justin Bitakwira, et j'en passe. Parmi les personnalités politiques que j'ai citées, certains sont membres de l'Union sacrée pour la nation, c'est-à-dire l'actuelle majorité, qui ont jeté les dévolus sur l'actuel président. Via des congrès, ils l'ont désigné comme leur candidat pour la prochaine présidentielle. Et ces mêmes personnes sont eux-mêmes des candidats au niveau de la députation nationale, soit à la fois pour la députation nationale et la députation provinciale. Ils ont besoin de toutes ces voix-là, de ces électeurs-là. Ils doivent participer aux différents scrutins. Or, on ne peut pas organiser les élections en excluant les Congolais qui habitent
les territoires de Rutshuru, de Massissi, vous avez l'Ituri et Beni Nord. Ce sont des millions d'électeurs. Si lors du cycle électoral passé, nous avons connu des Congolais qui n'ont pas participé au processus électoral, il n'y avait que les Congolais de Beni. Mais cette fois-ci, en plus de Beni, vous aurez les Congolais de Rutshuru, de Massissi et de l'Ituri. C'est des millions et des millions de voix que l'actuel président va engager. Je ne dis pas qu'il aura toutes les voix des zones qui sont en train d'être pacifiées et où on a allégé partiellement les mesures de l'état de siège. Vous avez aussi les mesures sociales. Parce que ce sont les mêmes citoyens qui doivent demain voter le président de la République. Mais ils vivent dans des souffrances atroces, et les effets néfastes de la guerre. Il fallait quand même que la plus grande autorité du pays puisse prendre des mesures pour soulager un peu les souffrances de ces populations de l'Est. Vous avez aussi les raisons économiques. Vous savez que depuis que le mouvement du 23 mars M23 a repris les hostilités et la guerre, il y a des postes douaniers aujourd'hui qui ne sont pas contrôlés par Kinshasa. Vous avez par exemple les postes douaniers de Kasindi, à la frontière avec l'Ouganda. Vous avez des postes douaniers à Ituri et dans d'autres coins et recoins de la République, toujours dans cette partie de l'Est. Ça échappe directement au contrôle de Kinshasa, à l'administration douanière et fiscale. Moi, je pense qu'avec les progrès des événements sur les terrains, avec la montée en puissance de nos compatriotes, les nationalistes, les Wazalendo, pour ne pas dire l'armée nationale, qui aide un peu, bon, les guerres d'aujourd'hui se sous-traitent, hein. Il ne faut pas demain s'étonner que le gouvernement puisse déclarer que non, les Wazalendo c'est en quelque sorte notre Wagner à nous, comme à Russie. Sous d'autres cieux, les guerres se traitent. Donc une armée peut aller directement en guerre, soit indirectement en guerre par des groupes armés interposés. Le gouvernement voulant profiter de ces retours en force des forces loyalistes et de tous les alliés sur ces zones qui jadis étaient occupées par l'M23 pour installer l'administration. Parler de l'administration, nous voyons la police nationale, nous voyons les services d'immigration, les services de douane, l'administration des impôts, l'hygiène aux frontières. Tous ces services-là font payer des taxes et des impôts qui renflouent les caisses de l'État. N'oubliez pas que la partie Est contribue grandement aussi en termes de recettes fiscales et douanières dans les budgets de l'État. C'est-à-dire, il y a aussi... Vous avez la parole, mais voilà. Et vous estimez que le fait de remettre... D'alléger, c'est-à-dire que dans les prochains jours, probablement, l'administration va être remise entre les mains des civils. Le fait de vouloir remettre l'administration entre les mains des civils va permettre à la RDC de recouvrer la plénitude dans ses droits. La souveraineté, l'autorité de l'État, la RDC va les retrouver. N'oubliez pas aussi que nous avons une population en République démocratique du Congo. C'est 100 millions d'habitants. Vous avez 80 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et pour s'en sortir, la plupart des Congolais ont choisi comme raccourci ou plan B les commerces. Et à l'est de la République démocratique du Congo, beaucoup de Congolais vivent du commerce et surtout des activités champêtres. Après avoir cultivé, il faut évacuer ces produits-là. Mais on les évacue où? Soit dans les pays frontaliers, et quand ils ont aussi besoin de certains produits, ils vont vers ces mêmes pays frontaliers. Vous avez l'Ouganda, vous avez le Rwanda, vous avez la Tanzanie et le Burundi pour s'approvisionner. Moi, j'ai séjourné il y a 2 ans ou 3 ans à Bunia, en Ituri. Même les jus, la boisson gazeuse ici qu'on buvait provenait de l'Ouganda. C'est pour vous dire, même l'industrie boisée, des boissons que nous avons ici à Kinshasa, qui nous produit de la boisson gazeuse,
et n'arrive pas dans certains coins de la République comme à Ituri. Tout ce qu'on consomme à l'Est, en tout cas les produits manufacturiers proviennent de ces pays-là, et de l'Afrique orientale. Et il y a les petits commerces qui s'exercent entre les citoyens de tous ces États. N'oublions pas aussi que nous avons adhéré à la zone de libre-échange continentale africaine. Et si nous continuons avec l'état de siège dans 5 ans, dans 10 ans, on ne voit pas encore les conséquences économiques, mais ça sera encore un coup dur pour ces provinces de l'Est. Ajouter à cela les problèmes que nous avons connus par le passé, avec l'arrivée de plus de 400 000 réfugiés rwandais qui ont participé à la déforestation de notre environnement, parce que ces gens-là n'avaient pas d'électricité. Ils vivaient de la quête, de la chasse et puis des bois de champs pour préparer. À cela s'ajoutent les différentes guerres que nous avons connues. Et vous avez aussi les pillages de nos animaux, de notre bois. Mais si vous ajoutez encore, vous accentuez l'état de siège dans 5 ans, dans 10 ans, quelle sera la partie est de la République démocratique du Congo? Il ne faut pas se fier à l'élan de développement que vous aurez là-bas. C'est le fruit de l'initiative privée de quelques particuliers qui croient encore à l'avenir de ces pays. Malgré la guerre, ils continuent à investir. Mais le plus grand investisseur reste lui-même l'État. Il a intérêt à pacifier cette zone et pour que tout revienne à la normale. Voilà, mais l'état de siège n'avait pas imposé des restrictions des échanges commerciaux, en tout cas que je sache. Voilà. Il y a eu fermeture l'interdiction de la compagnie rwandaise qui ne viennent pas ici. Mais ce n'était pas lié à l'état de siège. C'était pas lié à l'état de siège. Venons-en maintenant sur cette question de la présidentielle, vous le savez, en attendant de connaître la liste, la liste définitive qui sera publiée, en tout cas qui sera confirmée par la Cour constitutionnelle. Déjà, 24 candidats se sont portés, en tout cas, se sont présentés pour le poste de président de la République. Fiston Oleko, vous avez suivi comme tout journaliste l'engouement. D'abord, on sait que en 2006, il y avait 33 candidats, puis 11 en 2011, et en 2018, c'était, je crois, autour de 21. Pourquoi cet engouement cette fois-ci? Qu'est-ce qui explique ça? Parce que c'est le plus grand nombre, à part celui de 2006. Merci beaucoup, Patrick Ilunga. Et moi, je crois que c'est d'abord l'expression de la respiration normale de notre démocratie. Et le pays offre la chance à tout le monde de pouvoir briguer un mandat à la tête de la République. Vous êtes sans ignorer qu'il y a même certains candidats que vous et nous, ou certains d'entre les Congolais, ne pensaient pas qu'ils vont vraiment poser l'acte de déposer leur candidature au niveau de la CENI. Mais moi, je prends ça, quand je prends un autre revers de la médaille, je pense que c'est aussi un tout petit peu cette défaillance, cette inclinaison vers la politique. C'est-à-dire que tout le monde veut faire la politique, tout le monde veut diriger. Quand vous voyez la configuration des candidats, 24 candidats qui ont déposé leur candidature, nous avons même des pasteurs que nous connaissons vraiment, ils sont loin de la politique, mais ils entrent déposer leur candidature, mais avec des messages un peu à scruter. Mais il y a même, bien sûr, il y a des gens des candidats qui ont été ou sont dans la politique active depuis. Nous connaissons des Matata Pogno, nous connaissons des vieux routiers, des Matata Pogno, nous avons des Martin Fayoulou. On parlera de personnalités dans la question qui suit. Oui, justement. Voilà. Il y a même des joueurs de football américains qui sont là. Et moi, je pense que c'est d'abord la respiration normale d'une démocratie, parce que toute ambition doit être exprimée de manière normale. Mais il y a aussi ce goût des Congolais vers la politique. Là, on parle de la présidence, mais quand on prend par exemple les députés nationaux, nous sommes autour de 23 000 candidats pour 500 sièges. Quand vous allez
au niveau des conseillers communaux. Pour Kinshasa seulement, nous avons 32 000 candidats. Vous voyez, c'est énorme, c'est goût de la politique qui prend tout Congolais de pouvoir gérer. Je ne sais pas si c'est aussi parce que l'argent là-bas est facile. Et moi, je trouve, j'analyse ça dans ces deux angles-là, et que c'est la respiration normale de notre démocratie, mais aussi une défaillance de notre société qui fait que tout le monde croit en la politique comme l'Eldorado. Voilà, Dieudonné Moualali, je vais poser la même question. Qu'est-ce qui explique un tel engouement? Bon, je préfère qu'on parle d'abord des statistiques. Vous avez dit qu'il y a 24 candidats à la présidentielle, dont 23 hommes. Il y a une femme, Marie-Josée Ifoku, qui est revenue pour la deuxième fois déposer sa candidature. Il faut noter aussi sur les 24 candidatures, il y a 23 qui sont venus déposer physiquement ou personnellement leur candidature, sauf un, Moïse Katumbi, pour des raisons qui lui sont propres. Vous avez des pasteurs. À partir du moment où la loi l'autorise, je crois que c'est pas un problème. C'est pas grave, juste c'est un constat. Vous avez aussi des pasteurs, le docteur Ngalassi et le pasteur Théodore Ngoï. Vous avez des anciens premiers ministres, Augustin Matata Pogno, Adolphe Mouzitou. Vous avez 3 anciens gouverneurs, Tony Bolamba, Jean-Claude Baende, Moïse Katumbi. Vous avez des novices aussi, dont un joueur de football américain, Fiston Lekola cité tout à l'heure. Et puis vous avez plusieurs jeunes ambitieux, dont Seth Kikouni, Constant Moutamba, Rex Kazadi, Justin Moudekereza, André Massalou. Cette liste n'est pas exhaustive. Mais qu'est-ce qui explique ça? C'est ça la bonne question que vous avez posée. Vous savez que dans la nouvelle loi électorale, moi j'ai constaté que les législateurs ont plus renforcé les conditions, même pour des conditions pour le dépôt des candidatures au niveau des législatives nationales, sénatoriales, même au niveau des élections locales. Mais au niveau de la présidentielle, malheureusement, les conditions sont restées presque les mêmes. Moi, j'aurais aimé qu'on ajoute une autre condition, c'est-à-dire justifier le paiement des impôts. Parce que beaucoup de Congolais ne payent pas les impôts, surtout que notre système fiscal est déclaratif. C'est pour cela que ça pousse aussi certains candidats à aller vers la présidentielle. Comme on a renforcé les conditions pour les élections législatives, en introduisant les seuils électoraux, en imposant les quotas des femmes sur votre liste des partis politiques, vous devez avoir au moins, si je ne me trompe pas, 30% du quota des candidatures réservées aux femmes. Mais devant toutes ces conditions et tant d'autres, certains candidats choisissent la présidentielle. Et autre chose, la caution aussi électorale. En 2018, quand le législateur a imposé les paiements de 160 millions, là je suis dans l'économie électorale, quand le législateur a imposé 160 millions de francs congolais comme caution électorale à la présidentielle, ces montants représentaient ces jours-là l'équivalent de 100 000 dollars américains. Mais au jour d'aujourd'hui, tout calcul fait, quand vous prenez les 160 millions, vous divisez rien que, bon, je prends un taux exemplaire, 2500, divisé 160 millions de francs congolais par 2500, vous allez voir, c'est l'équivalent de 65 000, 70 000 dollars américains. Vous êtes dans cette fourchette-là. Ce qui a fait que même la caution pour la présidentielle a diminué. C'est ce qui a attiré certains candidats à réunir 65 000 dollars américains pour un pasteur populaire avec une grande église, la louange et des églises satellites à travers la République comme Ngalassi. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Réunir 65 000 dollars pour des jeunes candidats et entrepreneurs comme les Seth Kikouni et les mandataires Amine Carrière, Constant Moutamba, ce n'est pas beaucoup d'argent. Ici, voilà un peu. Mais c'est bien à la fois pour la vitalité de la démocratie. Ça prouve à suffisance que nous n'aurons pas des élections au score russe, nous n'aurons pas des élections à candidature unique ou à candidature limitée à 2 ou 3 personnes. Il y a une pluralité des candidatures. On trouve des candidatures venant de tous les horizons.
vous avez des mondains, vous avez des pasteurs, vous avez des érudits, des scientifiques, des avocats, vous avez fait des Congolais moyens qui ont fait des études normales, vous avez aussi des hommes expérimentés, des anciens cadres de la République, des premiers ministres, vous avez aussi des vieux routiers de la politique, comme vous avez Georges Boussé-Falaï, et puis Jean-Claude Baende, c'est le plus âgé. D'ailleurs, c'est le plus âgé, c'est Georges Boussé-Falaï, 77 ans. Voilà les raisons parmi tant d'autres qui ont fait qu'on puisse avoir beaucoup de candidatures. Mais attention, il y a un désavantage parce que je me demande, on utilise à la fois les bulletins de vote, notre vote est semi-électronique. Si les bulletins de vote, si la Cour constitutionnelle arrivait à retenir, à confirmer les 24 candidatures, cela veut dire que nous aurons un grand bulletin de vote et comme le vote est électronique et semi-électronique, je voulais dire comme semi-électronique, vous devez à la fois déposer les bulletins de vote qui sera volumineux dans l'urne et aller passer devant la... On appelle plus ça la machine à voter, hein, le dispositif électoral de vote. C'est la machine à voter. Ça, j'ai appris ça de notre ami Eric Iziam. C'est la machine à voter. Mais, Fiston Leko, on ne va pas se mentir. C'est-à-dire que dans les 24 candidats, il y en a qui sortent quand même du lot. Quels sont les candidats qui, selon vous, sortent du lot, qui peuvent être des challengers, on va dire, très sérieux face à Tshisekedi? Justement, il faut dire que dans les 23 candidats qui ont manifesté cette ambition de pouvoir briguer le mandat à la tête de la RDC et qui sont des challengers, bien évidemment, directs de Félix Tshisekedi, il y a plusieurs noms qui sortent du lot, mais il y a là aussi, il y a ce défi-là pour ces partis, parce que pour ces 23 candidats, de trouver un candidat qui peut faire l'unanimité, ça c'est vraiment un autre débat. Mais on voit par exemple, déjà en première ligne, on voit par exemple Denis Mukwege qui bénéficie d'une réputation non seulement nationale, mais aussi au niveau international. Et c'est lui vraiment d'abord qui peut faire aujourd'hui titiller Félix Tshisekedi parce que les élections, vous savez bien que ce n'est pas vraiment et seulement une question nationale, c'est aussi une question internationale. Bon, à part Mukwege, il y a aussi Moïse Katumbi, là il faut le dire. Moïse Katumbi qui d'ailleurs en ce moment-là, au moment où nous parlons, est dans une forme de pré-campagne. Il vient de faire des tournées sur plusieurs coins de la République, notamment au nord. Il était ici au Congo central. Il est dans cette logique-là de gagner beaucoup plus de terrain sur surtout la partie un peu ouest, parce qu'il a déjà un aura un peu considérable sur la partie est de la République démocratique du Congo, surtout sud-est. Il y a aussi, on va le dire, Martin Fayulu, qui est le candidat malheureux de l'élection de l'élection présidentielle de 2018, qui a aussi, on va le dire, un mot à dire, parce que il garde aussi sa popularité. Nous l'avons vu lorsqu'il est venu déposer sa candidature. Le boulevard du 30 juin a été un tout petit peu dérangé. La circulation a été dérangée par cette... la prise d'assaut de ces militants et partisans. Et à part eux, il y a aussi Adolphe Mouzitou qui est un élément qu'on néglige un tout petit peu beaucoup parce qu'il n'est pas trop politique, il est un peu beaucoup plus technique, mais il n'est pas aussi moindre que ça. Ce sont là des candidats vraiment qui peuvent faire tête à Félix Tshisekedi, mais on ne va pas négliger non plus, ce n'est pas dire qu'on a négligé d'autres candidats comme Délice Sanga, qui s'est dit très compétent de pouvoir diriger la République démocratique du Congo, force de son expérience au niveau du Parlement, mais aussi son expérience au niveau du gouvernement. Il sait quand même beaucoup en ce qui concerne la gestion de la République. On va dire que c'est un technocrate. Il y a aussi des jeunes, comme vous avez dit, comme Constant Moutamba, qui est parmi les étoiles montantes de la politique nationale, qui est en train de prendre maintenant une ampleur au niveau national, parce que quand vous pointez parmi les grands des seniors comme tous ces mondes-là qu'on a cités, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, ça dit que vous avez des ambitions de pouvoir essayer un peu de déranger les grands, des vieux routiers, des routards de la classe politique congolaise. Il y a des Seth Kikouni, candidat Maléré 2018, Marie-Josée Ifoukou, qui sont là, mais
les têtes d'affiche au niveau de l'opposition, parce que tout candidat qui a postulé pour ces cycles électoraux, candidat président, est un opposant naturellement à Félix Tshisekedi. Donc Moïse Katumbi, au risque de me répéter, Moïse Katumbi, Denis Mukwege, Fayulu, Mouzitou, Matata Pogno, ça aussi j'ai oublié, c'est enfin un technocrate qui bat les records jusque-là des premiers ministres de la République, c'est-à-dire qu'il sait quelque chose dans la gestion de la nation, mais il est aussi introduit dans les esprits des Congolais pour avoir fait 4 ans comme Premier ministre, et il n'y a aucun Premier ministre qui l'a fait ici en République démocratique du Congo depuis qu'elle est indépendante. Donc ce sont là les têtes qui peuvent justement essayer un peu de faire face à Fatih Béton, comme l'appellent ces militants. Ces militants. Dieudonné Boinali, la même question, je vous la pose. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a 24 candidats. Si on doit enlever le sortant, c'est-à-dire que 23 candidats en face du sortant, mais quels sont dans les 23 candidats, ou même dans les 24, peut-être que lui-même aussi il sort du lot quand même, si on peut le dire comme ça, quels sont les candidats qui, selon vous, sortent du lot quand même? Bon, moi je n'ai pas foi aux yeux, je n'ai pas peur de le dire. Moi je pense que Félix Tshisekedi va remplir, va avoir les seconds mandats, mais attention, il y a quand même sur les 23 candidats qui ont déposé leur dossier à la centrale électorale, 4 candidats que moi je trouve des candidatures sérieuses qui peuvent faire bouger les lignes et créer même la surprise. Il y a certaines candidatures que moi je qualifie de fantaisistes. Certains les ont déposées pour enrichir leur curriculum vitae. D'autres, bon, ils l'ont fait en espérant qu'il y aura la contestation une forte contestation, forte électorale. Et lorsqu'on parlera du dialogue, certainement on va inviter tous ceux qui ont participé à la présidentielle comme des participants. Et on sait comment ça se passe. Il y aura les partages du gâteau, et puis les perdièmes des conférenciers. Et nous vivons dans ces pays, nous savons comment nos politiciens calculent leurs intérêts futurs économiques. Moi, je pense pour bien trouver des challengers de Félix Tshisekedi, il faut partir de certains critères. Moi, j'en ai répertorié 5 et je suis arrivé à 4 candidats. Il y a Moïse Katumbi, il y a le pasteur Ngalassi, il y a Martin Fayulu. Ngalassi. Oui, j'ai cité Ngalassi. Je vais m'expliquer tout à l'heure. Et puis, il y a le docteur Denis Mukwege. Pourquoi j'ai choisi ces 4 personnes comme des dangers permanents des candidatures qui peuvent faire peur à Félix Tshisekedi? Pourquoi? Dans notre pays, bien que nous soyons un pays laïque, la RDC, c'est un pays à majorité chrétienne. Si on s'en tient seulement à la chrétienté de chacun de nous, à la forte religiosité, si tous les chrétiens se décidaient ce jour-là, nous votons l'un des nôtres. En tout cas, le docteur Ngalassi est président de la République. Si on s'en tient aussi à la popularité, vous avez des personnalités comme Moïse Katumbi, vous avez Martin Fayulu, ils ont des bases électorales non négligeables. Ils peuvent rapporter l'un de deux peut remporter demain l'élection présidentielle. Vous avez aussi... vous avez la parole, mais pour parler comme vous en termes de chrétienté, n'oublions pas que le président Tshisekedi est lui-même aussi un bon chrétien, Moïse Katumbi lui-même aussi un bon chrétien, je suis parti... Fayulu un bon chrétien. Non, je suis parti du décor que vous avez planté. Je pense que là, vous avez dit... Oui. Parce que quand on parle des chrétiens, il y a aussi des catholiques. Oui. Vous ne m'avez pas compris. Oui. Je suis parti du décor que le présentateur a planté. Il a dit, mettons Tshisekedi du côté. Catholique ne La question c'était, mettons Tshisekedi du côté. Ils sont 24 candidats sur les 23. Quels sont les candidats que vous voyez? Ils peuvent faire bouger les choses, ils faire échouer Tshisekedi. Moi, je vous conseille de retirer Ngalassi. Je vous ai donné 4 candidats. Oui, faut retirer Ngalassi. C'est populaire, hein? Il a beaucoup de fidèles. C'est parmi les pasteurs. Les pasteurs respectés. C'est un pasteur. La popularité de la religion, il y a même des bébés. Non, la crédibilité de la personne joue aussi. Moi, j'ai voté
en 2006 et en 2018 des candidats députés qui m'ont rien donné et que je ne connaissais même pas. Mais je me suis dit, celui-ci, il aide la population, il a fait ceci dans notre ville. Comme je n'ai pas de candidat, j'ai jeté mon dévolu sur lui. C'est pour vous dire, les indécis comme nous autres, à la fin, nous avons notre critère pour voter. Nous nous disons, bon, Oyasali Sarabatu. Celui-ci, il a construit une université. Celui-ci, il a fait une école. Ça compte. Celui-ci, c'est un pasteur. On ne l'a jamais trouvé dans les histoires de pédophilie, dans telle affaire. Non, il a détourné l'argent. Il y a des églises qui donnent des mots d'ordre. Mais je n'ai pas dit que Félix Tshisekedi n'est pas chrétien. Le présentateur a dit, mettons d'abord de côté Félix Tshisekedi. Okay. Voyons voir si les 23 candidats qui restent, quel est le candidat qui peut gagner en dehors de Félix Tshisekedi. Moi, je suis dans cette logique-là. Je termine par le docteur Mukwege. Vous savez, si vous consultez les statistiques de la CENI, que ce soit celle de 2006, même des cycles électoraux suivants, 2018, 2011, vous allez voir que la population électorale a enrôlé l'électorat. Le pourcentage des femmes a toujours eu une prédominance sur celui des hommes. Les femmes ont été toujours enrôlées nombreuses que les hommes. Et ce cycle électoral ici n'a pas dérogé à la règle. Ils ont le réparateur. Et Mukwege, vous l'appelez le réparateur des femmes. Il a un certain aura auprès de la gente féminine, surtout des actions qu'il a posées à l'Est. Donc vous estimez que... Médecin directeur de l'hôpital de Panzi, il a aidé beaucoup de mamans. Une femme qui est à Luputa, par exemple, dans la province de Lomami, est forcément Maintenant, sensible. reste à savoir si toutes les femmes congolaises, même les femmes maréchales, les femmes qui vivent dans les milieux ruraux, ont été informées de l'action et sur la personne de Mukwege. Mais c'est là où il y a une question à la base de la forte abstention. Hein. Voilà. Et aussi, il se déplace rarement pour parce aller que voter. lui-même, le candidat, il compte sur ça, c'est l'électorat féminin. Mais il a oublié que les femmes sont faites par... Ce sont les femmes, voulais-je dire, qui font plus d'abstention électorale que les hommes. Voilà. Elles ne vont pas souvent voter. Ce sont les hommes qui vont plus voter parce que les hommes s'intéressent à la politique. Oui. Elles-mêmes, les hommes sont candidats. D'ailleurs, il y a combien de candidatures féminines à la présidentielle? Il y a une seule. Voilà. Et pourtant, nous encourageons les femmes à participer au processus électoral, au jeu démocratique. On a besoin aussi des mains féminines pour construire notre pays. Voilà, Fiston Leko, Dieudonné Bouana, il a dit, c'est quasiment 23 candidats, je crois que vous l'avez dit aussi, contre Tshisekedi. C'est-à-dire que Tshisekedi sera en face de 23 challengers. Bon, devant cette multitude de candidatures, est-ce que cela ne constitue pas un pain béni pour justement Tshisekedi? C'est ça, je l'avais dit, si on va revenir sur cette question-là, ben moi je pense que les 23 candidats qui seront face à Félix Tshisekedi doivent considérer un fait. Oui. Le fait, c'est que vous combattez contre un candidat qui est au pouvoir, candidat à sa propre succession. Oui. L'objectif, c'est de pouvoir les déloger pour que l'un de vous dans l'opposition puisse accéder justement au pouvoir. Mais il y a un problème. Les problèmes, et je vais dire même existentiels de notre classe politique. Les problèmes des programmes, les problèmes de la politique, les problèmes de l'idéologie. Qui va présenter quoi pour que ça soit accepté parmi les 23 et qu'il soit porté comme candidat unique au niveau de l'opposition? C'est la grande question. Quand vous voyez Fayoulou, lui déjà, c'est le président de la République à la suite des élections de 2018. Moïse Katumbi, avec son aura au niveau national, il s'est dit que c'est lui ou rien. Délice Sanga, c'est le plus intelligent de tous. Qui encore Matata Pogno, c'est le plus technocrate. Donc moi je pense que si ces élections, avec cette configuration, que nous allons aux élections avec cet état des choses, je crois que Tshisekedi a plus de chances de pouvoir remplir et partir gagnant pour cette élection présidentielle. Parce que quand vous voyez l'Union sacrée, il faut dire que c'est une grosse machine politique qui y a sur le plan géopolitique. Quand vous allez à l'Est, nous avons Vital Kamerhe, nous avons Bahati Lukwebo, un peu nord-est, nous avons Mama F. Bazaïba. Quand vous venez à l'ouest, nous avons
Christophe Mbosoko Diampouanga. Nous avons des gouverneurs aussi, là, il ne faut pas oublier, comme tous les gouverneurs. Quand vous allez peut-être au nord, vous avez des Jean-Lucien Boussa, vous avez des Guy Ndomboyo, vous avez des Jean-Pierre Bemba, vous avez d'autres, j'ignore même les noms. Quand vous allez au centre, c'est lui-même, Félix Tshisekedi. Vous avez aussi Liaou. Quand vous allez au centre, c'est lui-même, Félix Tshisekedi, qui contrôle les 2 Kasaï, les 3 Kasaï, Sankourou. Donc l'opposition fera un geste louable s'il pense vraiment, là je parle des opposants qui ont postulé, de pouvoir se trouver un candidat unique. Et je pense que quand vous voyez même en 2018, l'opposition s'est trouvé un candidat unique, c'était après 5 jours du lancement de la campagne électorale. C'était les 5 alors que la campagne électorale a été lancée, je crois bien c'était le 1er ou le 30 novembre, quelque chose comme ça. Donc ils ont encore leur temps de pouvoir réfléchir autour de la question. On sait qu'il y a des candidats qui ne désistent jamais. Par exemple, des Marie-Josée Ifoko qui vont jusqu'au bout, des 7 qui vont jusqu'au bout. Mais quand même, ces têtes d'affiche-là qu'on a citées ici, bien que je ne compte pas. Qui se présente, qui appelle les autres à s'aligner déjà derrière lui. Vous voyez un peu ce que ça va donner. Mais il faut que ces 5 candidats-là, ces 4 candidats-là, à l'exception, selon moi, de Ngalassi, pouvoir se mettre ensemble. Je vois Denis Mukwege, je vois Martin Fayelou, je vois Moïse Katumbi, et pourquoi pas Matata Pogno et Delis Sanga, de pouvoir se mettre ensemble et réfléchir vraiment, non seulement pour un candidat unique, mais aussi autour de la politique à mettre en place, parce qu'avant les élections, c'est la gestion qui leur attend. Voilà, il nous reste très peu de minutes. On va chuter avec cette émission. Dieudonné Boinali, je pose cette question. C'est vrai que Fiston Leko nous a déjà, on va dire, mis un peu l'eau à la bouche par rapport à la candidature unique de l'opposition, en tout cas les grandes figures. Est-ce que dans l'état d'esprit, quand vous regardez les candidats, les grands candidats en tout cas aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression qu'ils peuvent se mettre ensemble autour d'une candidature unique? Je ne pense pas que l'opposition congolaise se réunira pour se mettre d'accord autour d'une candidature commune. Pourquoi? Cette difficulté n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé même vers les années 60, même d'avant l'indépendance. Vous et moi, nous n'étions même pas nés. C'était difficile même lors de la table ronde de Bruxelles, pour les leaders congolais de se réunir, de trouver un directoire commun et pour parler d'une même voix devant les colonisateurs belges. Donc cette problématique, cette équation à plusieurs inconnus ne date pas d'aujourd'hui. Moi, je ne crois pas à une candidature commune de l'opposition. Pourquoi? Pas plus tard qu'il y a 5 ans, l'opposition était réunie à Bruxelles en Genval pour désigner les candidats communs. Mais cette rencontre a été financée par des multinationales minières à Genève, qui avaient des agendas cachés. C'était à Genève en Suisse, mais ce qui pour la correction, financés par des multinationales, par des lobbies étrangers. C'est-à-dire l'opposition congolaise devait avoir un candidat commun pour battre Kabila, avec ou sans 3e mandat. Si Kabila se présente même pour demander le 3e mandat, il sera battu. Mais avec tous les moyens qu'on leur a donnés, et les luxes qu'on leur a donnés là où ils étaient logés, là où ils étaient réunis, mais ils se sont séparés là-bas. Chacun, c'était la tour de Babel. Mais on a vu quand même des candidats. Maintenant, aujourd'hui, on a vu quand même des personnalités comme Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Salih. Ouais, ils avaient créé les camps de la patrie. Parce que cette année-là, ils avaient pas. Aujourd'hui, sans apport extérieur, sans facilitation extérieure, notre opposition est incapable de se réunir pour nous donner un candidat commun, challenger sérieux, pour qu'on puisse avoir une compétition électorale. Pourquoi? Parce qu'il se pose un problème. Il y aura quel programme commun? Il faut faire la symbiose des programmes de Matata, de Fayoulou, de Mukwege, d'Elis Sanga. Ils sont nombreux.
pour trouver un Là, programme sinon, on commun. ne connaît pas le programme. Voilà. Deuxièmement, il y a l'ego exagéré de certains opposants. Ça, c'est vrai. Il y a certains opposants qui pensent que non, comme lui, il a l'argent, donc c'est sa finance qui doit parler à sa place. Il y a d'autres aussi qui se disent, bon, nous sommes des érudits. Moi, je suis le plus intelligent. J'ai déjà géré la nation. Donc moi, je suis à même de diriger ce pays, d'être les candidats de l'opposition. À Lingala, ils disent Ngaïnde, Bangote. C'est ça aussi le problème, l'ego exagéré de certains opposants. Voilà. Donc c'est difficile pour qu'on puisse les réunir. Moi, prenons d'abord les trios de tête là. Vous avez Fayoulou, vous avez... Katumbi. Non, vous avez Mouzito. Je parle de Fayoulou, vous avez Mouzito, vous avez Katumbi. On ajoute les quatrièmes, là où ça aide, Mukwege. Les quatre là qui va laisser à qui la place? Déjà les quatre là, les trios, les quatre là qui est en tête, ont des difficultés pour s'attendre. Comment ils vont faire attendre les Sanga, les autres? Non, laissez-nous, les quatre ici, nous avons décidé que tel nous représente. Voilà. Ça sera difficile. Il y a aussi certains qui comptent sur leur popularité légendaire. Et ils apportent rien. Donc moi je ne peux pas lui laisser, il n'a rien. À part son argent, il n'a rien. Lui, à part son intelligence, il n'a pas d'électeurs. C'est ça aussi le problème. Ils sont dans ces calculs-là. C'est ce qui les pousse à camper chacun dans sa position. Mais malheureusement, vous allez constater que demain, si nous avons les élections, ils vont avoir beaucoup de voix, mais ils ne vont pas remporter l'élection présidentielle. Parce que de l'autre côté, vous avez un candidat avec des parrainages, de Jean-Pierre Bemba, Bahati Lukwebo, Vital Kamerhe, il a beaucoup de parrainages. Olekola d'ici tout, dans les grands Équateurs. Tu sais que dans les grands Équateurs en poche, il a sa région, les Kasaï. Là-bas, il n'a même pas besoin de soutien pour gagner. C'est ça le problème. Voilà, on comprend que ce sera plutôt un grand défi pour l'opposition. Nous, on ne va pas dire que c'est difficile, comme le dirait d'ailleurs Mouzito l'a dit. Ce sera quand même très très difficile. Pour nous, on dit que ce sera un grand défi. On va terminer cette émission, mais on va vous passer la dernière parole à tous les deux. Une proposition qui vous a particulièrement marqué. C'est vrai que les candidats n'ont pas encore détaillé toutes, on va dire, expliqué toutes leurs propositions parce qu'ils n'ont pas encore, ne sont pas encore entrés en campagne. Mais est-ce que parmi les bribes des propositions qui ont été faites, il y a une proposition qui vous a semblé très pertinente, très originale? Bon, faut dire qu'il y a déjà beaucoup de candidats qui ne se sont pas vraiment exprimés par rapport à ce qu'ils doivent réellement faire. Mais nous avons déjà quelqu'un comme Sesanga qui parle de la refondation du Congo. Ça, c'est quand même... vous voyez qu'il y a quelqu'un qui a une idée claire de ce qu'il veut faire du pouvoir dès qu'il sera au pouvoir. Bon, après ça, je ne vois pas vraiment quelqu'un... Je n'ai pas encore entendu vraiment un programme de gestion de la gouvernance clair qui pose des bases sur ce qu'il va faire quand il sera au pouvoir. Mais ça, je ne dis pas que c'est ma préférence, mais c'est ce que j'ai déjà entendu, c'est le programme de Sesanga. Voilà, en 30 secondes, Dieudonné Boinali, une proposition qui vous a particulièrement titillé. Bon, moi, j'ai été intéressé par les projets des sociétés d'Eli Sesanga, Jakaseng. Jakaseng. J'ai été aussi intéressé, j'ai lu les projets des sociétés d'Adolphe Mouzito, l'ancien Premier ministre, qu'il fait publier de temps en temps à travers ses tribunes dans la presse. J'ai déjà lu aussi les propositions pour une nouvelle société congolaise d'Augustin Matata Pogno. D'ailleurs, ces derniers publient même des tribunes ces derniers temps, même des livres. Bon, pour les autres, on ne peut pas faire un procès de mauvaises intentions pour eux. Peut-être ils ont des bouquins qu'ils ont déjà écrits qui présentent les projets des sociétés, qu'ils attendent seulement les bons moments pour les présenter au public, surtout les moments de la campagne. Voilà. Mais pour d'autres, on ne doit pas se mâcher les mots. Ils n'ont rien à proposer, comme le dit si bien les musiciens, c'est maïs. Moi, je vois des candidats comme... On va boucler. Je vois des candidats, beaucoup de candidats, surtout des jeunes, je ne vois pas leurs projets de société. Comme on a dit, ils ont déposé des candidatures pour besoin d'enrichir les CV,
peut-être pour 2028. On va travailler pour 2028. On va surtout attendre le moment de la campagne pour savoir tout ça, les projets des uns et des autres. Nous, particulièrement ici à l'émission, je ne sais pas si on a le droit de le dire, on a été quand même frappé par la proposition de Constant Moutamba qui propose entre Merci également à Dieudonné Bonali pour vos analyses toujours pertinentes. Merci. On va remercier toute l'équipe au niveau de la régie. On va remercier également notre maître caméraman ici, Giscard Tamba. On va se quitter avec l'espoir de se retrouver la semaine prochaine et ce sera toujours avec le même plaisir. À la semaine prochaine.